Allez, on va passer assez vite là-dessus parce que clairement, bon, pas grand-chose depuis la dernière fois, d'accord, hein. Que ce soit sur les ETF ou sur la partie Crypto Bubble, je le fais régulièrement. Mais pour l'instant, bon, il y a rien de nouveau par rapport au dernier live que j'ai fait avec vous, mercredi. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez les liens à chaque fois des lives dans la partie, playlist live, hein. Donc pareil, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu. Donc sur le jour, bon, petit rebond et puis bah, ceux qui avaient le plus augmenté comme Fartcoin et tout ont pas mal baissé. On a OM, j'ai fait tout un live sur le projet OM, donc Mantra. Évidemment, je vais pas le redire de nouveau là, mais je vais quand même insister un peu. Regardez le live que j'ai fait là-dessus, mais clairement rien de très rassurant sur le projet. Rien de plus à dire que ça reste quand même un gros scam comme parmi tant d'autres. Voilà. Énormément de mensonges colportés par la team, beaucoup de mensonges aussi qui ont été vérifiés on-chain cette fois-ci. Donc voilà. Bon. J'en ai beaucoup parlé sur mon live dernièrement. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresse. Et j'en ai parlé aussi pour vous montrer à quel point le sentiment peut shifter d'un moment donné ou à un autre, y compris sur des projets qui ont très bien performé, et rappeler l'intérêt de prendre des bénéfices parce que OM, ça faisait partie des projets qui avaient eu les plus belles performances depuis l'un des projets qui avait eu les plus belles perfs depuis le début de ce cycle. Donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Et surtout, et c'est là où ça fait quand même le plus mal, c'est que malgré la baisse qu'on a eue euh, sur l'événement là que je vous avais montré, donc sur les 24 heures où il y a eu 90-95% de baisse, même malgré ça, les performances annuelles du token OM sont supérieures à celles de l'Ether. Donc ça fait chier. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, c'est aussi la réalité de ce qu'il y a derrière et de rappeler quand même que ce qu'on a en crypto, c'est quand même évidemment très volatile. Évidemment, quand vous avez des projets qui ont fait des fois 100, fois 200, fois 300, fois 400, prenez des bénéfices, les gars. D'accord. Si vous êtes même sur un fois 10, fois 15, fois 20, prenez des bénéfices. Voilà. Dites-vous pas plus. Ah, ça peut monter un petit peu plus haut. J'en connais tellement des mecs qui étaient sur des fois 6, fois 7, fois 8 et qui se disaient non, mais c'est bon, allez au fois 10, je commence à récupérer un peu d'argent. Et puis ce fois 10 là, en fait, tu repars et tu as perdu ton pognon. Et ça, des exemples, j'en ai des milliers en tête. Donc voilà, je rappelle ça. C'est valable pour ceux aussi qui avaient des plus-values super importantes sur les mêmes coins, qui avaient investi sur les agents IA et qui aujourd'hui se retrouvent dans le trou. L'argent que vous avez aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que vous pourriez potentiellement avoir demain. Donc de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai fait une plus-value de 200 000 balles, et ben ça vaut beaucoup plus cet argent-là aujourd'hui que les potentiels 500 000 balles que vous pourriez avoir demain ou vous, sans doute que vous n'aurez jamais. Parce que souvent, quand vous gagnez pas mal d'argent, c'est dans des périodes où ça va corriger très fortement, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Donc, soyez vigilants et vraiment respectez vos plans, d'accord. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas comment faire, si vous n'arrivez pas à prendre vos propres décisions, comme d'hab, vous avez le programme Crypto Investisseur dans la description, mais il faut que vous ayez un plan, il faut que vous ayez une démarche, il faut que vous arriviez à professionnaliser votre approche, parce que de changer son plan au fur et à mesure qu'il y a de la volatilité sur le marché, c'est là où vous faites des erreurs malheureusement. Petite aparté importante quand même. Sur le mois, bon, on a toujours le fameux Fartcoin et PXN qui ont des belles perfs à l'heure actuelle. Et puis sur l'année, bon, quelques projets qui sortent leur épingle du jeu, mais globalement, on reste toujours sur une belle correction sur la partie crypto. En termes d'ETF, ça a pas mal changé depuis la dernière fois. Je vous avais dit que on était quand même pas mal en rouge sur fin mars, début avril. Donc on voyait qu'on avait pas mal de sorties d'argent sur les ETF. Et là, depuis le 14 avril, donc le 14, 15 et 17, on a de nouveau quelques rentrées d'argent. Bon, ça reste quand même à mitiger parce que globalement, on voit que sur le 16 avril, on a eu quand même quelques sorties. Mais voilà, là où on était quand même globalement tout dans le rouge, là, on commence à retrouver un petit peu de vert. Bon, on n'est pas du tout sur un retournement de tendance, hein, d'accord, hein, depuis le plus haut de février 2025 sur les entrées d'ETF sur Bitcoin. Bon, on voit qu'on a quand même eu une belle correction, même si ça reste quand même à prendre avec des pincettes parce que depuis le lancement des ETF sur janvier 2024, vous voyez quand même la hausse, hein, et la correction qu'on a eue sur BTC. Bon, ça suit quand même ce qui se passe sur les ETF, mais bon, on n'est quand même pas non plus sur des niveaux, clairement pas des niveaux de bear market, hein, d'accord. Faut pas non plus, faut clairement pas déconner. Sur la partie ETF Ethereum, c'est là où évidemment c'est moins folichon. On reste ouais, sur des volumes qui sont très faibles et puis des volumes qui sont très souvent dans le rouge, quoi. Là où sur le Bitcoin, on a quand même quelques rentrées d'argent, sur l'Ether, on est plutôt sur des sorties. Et quand il y a des rentrées, bah, en fait, c'est soit très très faible,
soit au final, il y a peut-être des problèmes d'indexation, quoi, parce que du moment ça nous met 0. Et comme aujourd'hui, là, le 17, enfin, ça me paraît étonnant qu'il y ait 0 de partout, quoi, qu'il n'y ait vraiment pas eu de volume ni rien du tout. Je pense que c'est plutôt des problèmes d'indexation. Mais là, c'est pareil, c'est quand même à prendre avec des pincettes par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que, bon, on était quand même en négatif pendant un certain temps et depuis, novembre 2024, on est passé en positif. Il y a eu une correction, mais on est toujours, très largement en plus d'argent rentré sur les ETF que de sorties. Par contre, sur les ETF Ethereum, on est toujours à 2,2-2,3 milliards quand on oscille à peu près à ça. On oscille à peu près à ça, alors que sur Bitcoin, on est à 35-36 milliards d'entrées. D'accord? Donc ça a rien à voir avec, avec sur la partie Ether. Et tout ça, ça va nous amener sur le sujet du jour parce que le sujet, c'est de voir finalement si les cycles de 4 ans tels qu'on a connus finalement, est-ce qu'ils sont vraiment câblés par rapport au cycle de halving ou s'ils sont pas plutôt dus à la partie restriction monétaire et plutôt au flux financier qu'on a en finance traditionnelle qui ont quand même un énorme impact dans la partie crypto et que finalement, les cycles de 4 ans qu'on avait connus jusqu'à maintenant, ils étaient très liés à ça, notamment à la fin du quantitative tightening qui en général arrivait très tôt dans le cycle, après une impression monétaire, etc. etc. Et donc tout ça, évidemment, ça a été accentué par les épisodes de halving et tout. Mais est-ce que là, finalement, si demain, on a encore des restrictions monétaires jusqu'à la fin de l'année, par exemple, et qu'on part en quantitative easing, parce qu'à un moment donné, ils seront obligés de remettre en place la planche à billets. Hein. La question, c'est pas de savoir s'ils vont la remettre en place ou non, hein. C'est quand est-ce qu'ils vont la remettre en place. Et imaginez qu'ils la remettent en place, je sais pas moi, par exemple, sur 2026, bah, peut-être que 2025 serait une période classique d'accumulation telle qu'on l'a connue, comme par exemple sur l'équivalent de 2020 ou de 2016, par exemple, et de se dire bah, que 2026, à partir du moment où ils remettent en place la planche à billets, c'est-à-dire que c'est feu vert pour les risques on asset, donc les actifs risqués, et donc potentiellement de se dire tiens, est-ce que la crypto pourrait en profiter. Donc pour l'instant, évidemment, on n'a pas la, on n'est clairement pas sûr dessus, et puis ça sera le sujet un peu du live que je vais évoquer avec vous. Mais je pense que c'est un point important parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris depuis le départ et sur chaque cycle, c'est que tous les indicateurs qu'on suit d'un cycle à l'autre, très souvent, il y en a certains où on se rend compte au fur et à mesure qu'ils sont plus aussi pertinents, qui fonctionnent plus, ou alors on va les remodifier pour faire en sorte à ce qu'ils rentrent de nouveau sur ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, chaque indicateur fonctionne jusqu'au moment en fait où il fonctionne plus. D'où l'intérêt d'essayer d'entrevoir ou de réfléchir à différents scénarios qui peut-être ne sont pas d'actualité aujourd'hui, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'on est sorti de ces fameux cycles de 4 ans, mais rien ne nous dit qu'on ne va pas par la suite passer sur quelque chose qui serait peut-être plus long. Et ça prend sens aussi. Pourquoi? Parce que on est sur des cycles qui sont avec une énergie économique qui est quand même de plus en plus forte, la volatilité qui diminue de cycle en cycle, on a de plus en plus d'argent quand même dans l'écosystème, etc. C'est un écosystème qui mature, donc ça peut prendre sens, d'accord? Donc on va voir. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Heu, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai pas mal de chiffres à vous montrer, pas mal de chiffres à dire, par rapport à ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quelques news que j'ai pas eu le temps de vous présenter sur le live de mercredi parce que j'ai eu beaucoup de questions. Concernant quelques news quand même que j'ai trouvées intéressantes dans des périodes comme ça, c'est-à-dire que là où tout le monde s'y les intéresse et tout, on a toujours Michael Saylor qui lui repart sur des achats. La question qui aura à se poser aussi, c'est, son seuil de liquidation parce qu'en fait, sur le cycle d'avant, où il a commencé à acheter du BTC, c'était en 2020 où en fait ses prix d'achat moyens étaient quand même relativement plus bas qu'aujourd'hui. Et là, en fait, plus il achète, plus il est en train de lisser à la hausse ses coûts d'achat moyens. Alors lui, sa stratégie, en fait, c'est clairement de se dire, OK, je suis ultra bullish sur le Bitcoin sur le long terme, je vais pas le vendre, et puis on utilise des effets de levier pour acheter. Le seul problème, c'est que si le coût d'achat et le coût d'acquisition moyen pour ces BTC n'arrêtent pas d'augmenter, bah, le problème, c'est que quand ça se retourne, là où avant, peut-être le seuil de liquidation était à, je sais pas, 35-40 000 balles, là, peut-être qu'il est à 60, 70, 80. Donc, il faudrait que je retrouve les chiffres. Je pense que je vous ferai une vidéo en live, peut-être avec Théo, avec Mickaël, justement, sur ce sujet-là. Parce que pour moi, si on continue de cette manière-là, et en levant de la dette pour racheter à chaque fois le top, parce que très régulièrement, en fait, Michael Saylor, hein, si on regarde les différents achats qu'il a fait, la grosse majorité des derniers achats qu'il avait fait, regardez, hein, c'est sur le top en fait dernièrement sur la partie BTC. Et si là réellement on part en bear market, d'accord, on verra. Hein, pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Mais évidemment, son seuil de liquidation serait
serait plus élevé que la moyenne. D'ailleurs, je pense que c'est celui-ci, en fait, son seuil de liquidation. Je pense que c'est ce qu'on voit là avec la barre en verte. Et donc là, évidemment, on voit que depuis l'augmentation du BTC, son coût d'acquisition moyen a pas mal augmenté. Et que si à un moment donné, le BTC passe en dessous de son coût d'acquisition moyen et que il arrive à échéance sur les obligations qu'il a émises pour acheter du BTC, il peut arriver à un moment donné où il est obligé, en fait, de se séparer de ses bitcoins pour répondre à ses obligations, notamment par rapport au type de levée de fonds qu'il fait pour acheter du BTC. Ça aussi, j'en avais pas mal parlé sur d'autres lives sur la partie live. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais du coup, à chaque cycle, on a des surprises, entre guillemets, d'accord, des surprises qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire des grosses faillites, des chutes en cascade, des liquidations en cascade. On l'a vu, par exemple, sur 2022 avec Luna, avec FTX, avec Celsius, avec BlockFi, etc. On en a eu avant avec Quadriga CX, avec des hacks sur pas mal de plateformes, avec également MTGOX, etc. Et donc, en fait, moi, mon scénario, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est de me dire que pour l'instant, en fait, Saylor, avec MicroStrategy et son approche, a plutôt bien fonctionné parce que ça a été. Euh, il a profité, en fait, des périodes basses pour renforcer et surtout dans des hauts niveaux un fort DCA quand même, et que pour l'instant, bon, il arrive à être sur un prix qui est au-dessus de son coût d'acquisition moyen. Je crois que d'ailleurs, il est là, en fait. Si je zoome un tout petit peu, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin, il est à 84 000 et son prix DCA moyen, il est à 67 500. Donc, en fait, il se rapproche quand même assez dangereusement. Et je me dis que dans un cadre de bear market, arriver en dessous de 67 000, ça me semble quand même assez probable, d'accord, si on part dans le scénario vraiment purement bear market. Et si on arrive en dessous sur des périodes beaucoup trop longues, là, il arrive en dessous de son coût de revient. Et donc là, peut-être que là où il était acheteur pendant un certain temps, là, il sera peut-être forcé de vendre ses BTC. Et donc, vendre ses BTC dans des périodes où, en fait, on est dans des périodes de baisse, évidemment, ça fait très mal. On l'a vu avec Luna, on l'a vu avec FTX, on l'a vu avec plein de plateformes. Et donc, il est tout à fait possible que la surprise, en fait, ou le schéma non attendu pour la partie micro-stratégie, ça soit celle finalement d'une liquidation forcée. Et évidemment que là, quand on a 500 000 BTC en liquidation forcée, ça fait très mal, hein. Sur la partie MTGOX, ce qui avait été redistribué, on n'était pas du tout sur ce genre de niveau-là. D'accord. Je crois que ce qui avait été volé, c'était 800 000 BTC, donc c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait sur la partie Michael Saylor. Mais ce qui a été redistribué jusqu'à maintenant, c'est pas du tout les 800 000 BTC. Et puis en plus, les 800 000 BTC de l'époque, c'était sur des prix qui étaient nettement plus faibles. Donc l'argent que ça représente aujourd'hui, évidemment, c'est bien plus parce que le BTC a énormément augmenté. Mais voilà. Alors c'est toujours, vous voyez, la question à se poser, elle est plus complexe que ce que je viens d'évoquer là parce que l'argent ou les montants qui ont été utilisés sont pas les mêmes et surtout le moyen de lever de la dette est quand même assez différent de ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste se dire tiens j'emprunte de l'argent à la banque pour investir. C'est une manière de lever de l'argent qui est assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue plutôt traditionnel. Et j'avais fait tout un live de 2 heures où j'avais expliqué comment ça marchait, etc. Et voilà, la surprise, c'est un peu ça. C'est, je pense que pour l'instant, MicroStrategy et Michael Saylor, ça reste quelqu'un qui est net acheteur sur la partie BTC et il a même plutôt tendance à acheter n'importe comment parce que très souvent quand il achète on le voit, hein, c'est souvent sur des tops, hein, d'accord. Alors lui il a une vision sur le très long terme donc il s'en fout et pour l'instant ça lui a marché, écoute, il n'y a pas de problème là-dessus et il est toujours en performance, hein, sur son portefeuille, mais jusqu'à quand? Parce que là où avant, il avait quand même très bien acheté et puis on a vu des très belles perfs sur la partie BTC et même en bear market, il avait un coût d'acquisition qui était quand même plutôt pas mal. Là, il lève quand même énormément son coût d'acquisition moyen, donc avec des effets de levier toujours de plus en plus importants. Donc en général, on l'a vu et même historiquement sur la partie micro-stratégie, ce qui leur avait ce qui avait fait en sorte de leur faire quand même très très mal pendant la bulle internet, parce que c'est une boîte qui existe depuis très longtemps, c'est justement ça. Ils ont énormément peiné pendant pendant l'explosion de la bulle internet dans les années 2000. Et là, avec le Bitcoin standard, évidemment, ils ont pas mal repris du poil de la bête, mais bon, faut faire attention, je pense, par rapport à ça. Donc ça sera à suivre, hein, d'accord, hein, évidemment. Ça peut très bien se passer, comme ça peut aussi très mal se passer. Mais très souvent, on a en bear market, hein, quand ça arrive, des liquidations. Alors, on a des surprises, on a des trucs, on a des liquidations. À chaque cycle, c'est la même chose. Et je ne pense pas que cette fois-ci, ce sera différent.
Ensuite, sur cette période, on a également aussi le World Liberty Financials, donc le fonds de Trump, qui a rajouté un autre token à son portefeuille. Donc, on a le token SEI, donc les blockchains Layer 1 de nouvelle génération. Donc, on a en fait les, euh, les toutes premières Layer 1, comme en l'occurrence, par exemple, Ethereum, qui est vraiment la toute première et qui a lancé tout l'écosystème des smart contracts, etc., etc. Ensuite, on a les blockchains de première génération qui ont essayé de concurrencer Ethereum avec notamment EOS, Cardano, etc. Polkadot aussi, qui a essayé de lancer tout un tas de trucs, même si pour Polkadot, c'est pas vraiment la même chose qu'Ethereum, quoi. Polkadot, l'objectif, c'était de travailler plutôt sur l'interopérabilité entre les blockchains. Donc plutôt, au lieu d'être une layer 1, c'est plutôt une layer 0. D'accord, si vraiment je simplifie au maximum, plutôt layer 0. Et ça a été l'un des cofondateurs d'Ethereum, donc Gavin Wood, qui a lancé cette initiative. Et ensuite, on a eu la partie, d'ailleurs, sur la partie interopérabilité aussi, donc il y a également il y a Polkadot, et il y a également aussi Cosmos, hein, qui travaille un peu sur ces sujets-là. L'idée, c'est d'avoir une meilleure compatibilité entre les blockchains et au lieu d'avoir chaque blockchain avec un écosystème qui est bloqué ou qui est difficilement bougeable, je ne sais pas si ça se dit, mais on a des difficultés pour mouvoir nos actifs d'une blockchain à une autre. Bah là, l'objectif en fait de ces blockchains interopérables, c'est de travailler sur des infrastructures et des ponts pour qu'au final, ça soit beaucoup plus fluide et qu'on puisse avoir des mouvements de capitaux beaucoup plus simples entre les différents écosystèmes. D'accord? Donc, des projets qui ont énormément travaillé dessus. Et donc, pour continuer mon propos, on a ensuite eu des blockchains de nouvelle génération, comme par exemple Sui, Sei, on a eu Avax, on a eu Solana. Bon, Solana, on va dire que c'est même une blockchain de première génération parce qu'il était déjà là sur le cycle d'avant. Mais les nouvelles générations, c'est du coup comme Sui, etc. Ou là, du coup, ou Sei, qui sont lancés en ce moment. Et donc là, il y a pas mal d'engouement parce qu'aussi c'est bourré de VC. Hein, ça aussi, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. Et toujours la question à se poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu apportes par rapport à ce qui existe déjà? Si ta seule plus-value, c'est d'avoir des coûts de transaction qui sont plus faibles et des transactions qui soient plus rapides. Alors en ce moment, oui, les gens peuvent être amenés à l'utiliser, puis surtout si tu as une interface crypto-friendly. Mais le jour, et ça c'est ce que je disais, c'est le jour où Ethereum arrive à corriger en fait ces problématiques-là et arrive à corriger aussi la problématique d'adoption parce qu'aujourd'hui utiliser Ethereum c'est quand même assez compliqué hein, pour monsieur et madame tout le monde. On est quand même sur des écosystèmes très fragmentés. Quand tu utilises les Layer 2, elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Tu as les ZK Snark, les ZK Slark, enfin les ZK Stark, les ZK Snark, pardon, les ZK Rollup de manière générale et tout. C'est quand même très complexe avec les blockchains modulaires et tout. Et puis pour un normiste, enfin pour un débutant, si derrière tu veux rien qu'envoyer de l'argent sur Arbitrum, il faut que tu utilises un bridge, ton argent est bloqué pendant un certain temps, il faut que tu apprennes à utiliser MetaMask ou Rabi Wallet. Quand même, Rabi Wallet, maintenant, ils ont quand même fait énormément de progrès là-dessus sur l'interface utilisateur. Mais c'est quand même très compliqué. Et là où des blockchains comme Avax ou comme Solana ont fait un très gros taf, même si je supporte pas forcément tout, mais c'est sur l'interface utilisateur et sur ce que recherchaient les gens en fait. Voilà, ils ont su être très bons là-dessus, mais la dynamique de Vitalik, tout comme la fondation Ethereum, c'est vraiment une vision très long terme pour développer l'écosystème et de prendre des décisions. C'est ce que j'ai expliqué aussi sur mon dernier live, c'est de prendre des décisions long terme, quitte à ce que ça pique sur le court terme, que ce soit en termes de tokens, de performance, etc. Parce que des fois, les décisions les meilleures à prendre sur le long terme, c'est des fois celles qui ne sont pas les meilleures qu'on pourrait décider de prendre sur le court terme. Et c'est ça le problème un peu en crypto, c'est que beaucoup de personnes sont court-termistes. Donc pour en revenir sur mon propos sur le token SEI, du coup, on a World Liberty Financial qui a décidé d'ajouter du coup ce token-là à son portefeuille. Et on peut voir sur son portefeuille et sur Arkham Intelligence, du coup, l'intégralité de son portefeuille, sachant que il y a eu un moment donné où ils avaient bougé leur premier wallet vers un second. Donc, les 300 et quelques millions de dollars qui ont été investis, en fait, vous ne les retrouvez pas directement là parce que je crois qu'ils ont plusieurs wallets maintenant. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont encore donc, du stablecoin, du wrap BTC, ils ont de l'Ether, de l'USDT, du TRX, du STETH, White, MNT, Avax, Move, ils ont un peu de Move, Sei, du coup, qu'ils ont ajouté, mais ça représente 1 million dans leur portefeuille, vraiment, ça représente pas grand-chose. Undo Finance, et puis après, tout un tas de shitcoins, je pense qu'ils auront été airdroppés pour dire, regardez,
le World Liberty Financials achète nos projets, mais sauf qu'en fait, c'est voilà, un vieil airdrop qu'on